Vous avez reconnu la magnifique place de l'Hôtel de Ville. Je crois que juste à côté, il y a le BHV, un nouveau magasin a fait son entrée, Shin Shine Shun, je ne sais pas. On va peut-être aller voir pour trouver des petites cravates. Nope. Bonjour à tous, aujourd'hui, nouveau format sur cette chaîne YouTube où je vous amène en immersion lors d'un coaching avec un de mes élèves. On va parler éloquence, on va parler leadership, on va parler levier d'autorité et j'ai hâte de vous emmener dans cette journée avec moi. C'est parti. Moi je veux une parisienne qui traverse au feu vert, qui s'en fout de la tour Eiffel. Aujourd'hui, coaching particulier où on reçoit un élève extrêmement motivé qui est venu de Nice, qui a fait l'aller-retour Nice-Paris. Alan, j'espère qu'il va bientôt arriver. Je pense bientôt. On va faire du beau contenu ensemble. Alan, ok, il doit être là. Il doit être là, le petit Alan. On va parler éloquence, on va parler leadership. Et bonjour. Ça va? Voici Alan. Cela fait plusieurs mois que l'on travaille ensemble. Quand il est arrivé, il portait un poids que beaucoup de personnes connaissent. Le sentiment de parler et pourtant de ne pas être entendu. Alors on a travaillé. Longtemps. Sa voix, son regard, sa gestuelle. On a déconstruit l'ancien lui pour construire une nouvelle autorité. Ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est une nouvelle étape de sa transformation. Il est ambitieux, il a un potentiel énorme et une vraie volonté de s'élever. Mon but était de sculpter dans le réel tout ce qu'il avait déjà gagné intérieurement. Et ce que vous allez voir maintenant, c'est un homme qui est en train de prendre sa place. Définitivement. Salut Alan, comment ça va? Bah ça va super et toi? T'as fait bonne route? Un peu long parce que 6 heures de trajet mais... 6 heures. Ah ouais, putain, il est motivé. Hein. Il est motivé. Je t'en prie, assieds-toi. On va parler de beaucoup de sujets. Déjà, sur cette question de l'émotion, c'est quelque chose d'extrêmement important. Comment capter l'attention? Ah là, ça écrit beaucoup mieux, je préfère. Tu as des éléments de réponse sur ça? Comment tu as compris sur la structure de l'attention? Bah, déjà, c'est sortir de l'habitude de la personne, de comment son cerveau fonctionne. Ok, très bien de parler du cerveau, très bien, parce que tout part de là. Il y a plusieurs choses, par exemple la boucle d'attention. Ok, qu'est-ce que C'est à c'est? peu près toutes les 45 secondes, d'une minute, tu as une nouvelle boucle qui se lance. Et du coup, s'il n'y a pas une phrase d'accroche, quelque chose qui va venir impacter, le cerveau, il va déconnecter et on perd la personne. Mais déjà, quelque chose d'extrêmement important que tu as dit, c'est que notre cerveau a du mal à rester concentré très longtemps. Et en réalité, c'est 45 secondes, 1 minute, certains disent 3 minutes, mais finalement, dans un discours, c'est relativement court. Et donc, la question sous-jacente, c'est comment justement maintenir cette attention malgré ces boucles d'attention répétitives. Et tu as donné un élément de réponse qui est justement créer des ruptures entre ces différentes boucles. Quelles pourraient être les ruptures selon toi? Bah, du coup, il peut y avoir le silence. Ok, pourquoi? Ça crée une rupture avec ce qu'on veut passer. Ouais. Donc le silence, c'est un petit peu le cas extrême. Si on veut, on peut au contraire accélérer ou diminuer le débit oratoire, ce qui peut nous permettre aussi de casser. Et je me mets dans la position inverse de celui qui vient de commencer l'éloquence et qui se dit que non, le silence c'est un blanc, il faut mettre le moins de blanc possible. Qu'est-ce que tu me réponds? Mais le blanc, ça peut aussi permettre de poser, de recalmer, de recentrer à la fois ce qu'on veut dire et aussi le public. Pourquoi les gens ne sont pas à l'aise avec le silence, et avec les pauses, avec les blancs? Parce qu'on n'a pas l'habitude. Ok, mais qu'est-ce que ça crée? Ça crée une gêne, une tension. Une tension. Il est là le mot. Tension. Et cette tension, finalement, qu'est-ce qu'elle dit? C'est le moment où finalement tu vois que les gens te regardent. Être à l'aise avec ce silence-là. Et à l'aise donc avec cette tension qui, pendant plusieurs secondes, tu as tous les regards braqués sur toi et toi tu te dis, ok, à la moindre petite erreur, bah, c'est mort. Donc, pourquoi les gens ne mettent pas de silence? Parce que finalement, le silence est tension, tension qui est regard de l'autre. Comprendre que capter l'attention passe par une notion fondamentale qu'on appelle la structuration intentionnelle. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, de par le fait qu'il y ait des boucles d'attention, que ces boucles-là doivent être structurées et organisées.
Et donc finalement, le silence, mais c'est un des éléments de rupture, hein, il y en a plusieurs, on en parlera, est une façon de casser ces boucles et justement les rendre plus dynamiques. Ça fait surtout sens avec cette notion de tension de la hiérarchie, tu sais, dont on parlait souvent, entre l'orateur et celui qui écoute, que les gens négligent. C'est quoi cette hiérarchie? Montre-moi que tu as appris exactement tout ce que je t'ai dit et que tu connais tout par cœur. Dis-moi, fais-moi plaisir. Alors, connaître tout par cœur, je sais pas, mais en tout cas, entre l'orateur et le public, il y a une hiérarchie où vraiment on a l'orateur qui est plus haut que les personnes qui l'écoutent. On le voit grâce par exemple à la scène qui l'élève, où le public est plus bas. Tout est fait pour qu'il soit placé au-dessus et qu'on le regarde, qu'il soit la personne la plus importante, un peu comme un chef d'orchestre. Et qu'est-ce que ça sous-entend finalement? Je ne sais pas ce que c'est ça, mais dites-vous que c'est un pupitre. Quand il y a une position supérieure, entre guillemets, évidemment symbolique en réalité, et une position supérieure, qu'est-ce que ça engendre nécessairement? Que de l'autre côté, du coup, il y a un effet de soumission. Enfin, pas de soumission, mais de j'intègre les choses, je suis plus à l'écoute, plus à même de... Ok. Le mot que je cherche, c'est le mot responsabilité. Comprendre que finalement, être en position d'orateur te demande une responsabilité, t'impose la responsabilité de tout simplement être à la hauteur. Que parce que tu prends la parole, que tu es seul, que le public t'écoute, le public va essayer de te demander un peu des comptes. C'est-à-dire, bon, est-ce que tu mérites ta place, mon gars? Est-ce que justement, on a bien raison de s'asseoir et de t'écouter parler? Et donc cette responsabilité-là, l'orateur, il doit toujours l'avoir en tête. Et ça fait finalement le lien avec cette notion de tension et cette notion de structure de l'attention. C'est lui, l'orateur, qui a la responsabilité de maintenir l'attention. Ce n'est pas le public qui doit se forcer à justement essayer de toujours garder le fil. Non, c'est la responsabilité de celui qui parle. Parce que s'il parle, cela veut dire que justement, il a une bonne raison de parler. Et cette raison-là, elle doit être suffisante. C'est donc lui qui en a la responsabilité. Donc ça, vraiment, ne jamais négliger cette question de responsabilité et de hiérarchie, mais qui est symbolique et implicite. Les erreurs que je vois tout le temps, croire que l'éloquence commence au premier mot. Non. C'est une question d'attitude aussi. C'est une question d'attitude. Et que, justement, en fonction des différents effets, l'attitude est différente. Ok, donc le premier, je ne sais pas, il faut que je devine, mais tu viens, tu es là, tu t'assois, et moi je suis le bon collègue de réunion qui attend justement que mon patron me parle. Voix, corps, langage corporel et conviction. Je veux que tu vives ton texte. Je veux que tu sois cette personne. Merci à tous d'être là. Je ne veux pas vous parler de chiffres ou de tableaux de bord. Je veux simplement rappeler pourquoi on est là et on fait ce qu'on fait. Pause, ancré. Pourquoi tu bouges? Ouais, c'est... On n'est pas sur une péniche, hein? Donc, on est ancré, on ne bouge pas. Tu laisses ton texte sur la table. Et c'est pas grave si tu bégayes, si il y a un petit mot qui part, etc. On s'en fiche, mais on est ancré. Merci à tous d'être là. Je ne veux pas vous parler de chiffres ni de tableaux de bord. Je veux simplement rappeler pourquoi on fait ce qu'on fait. Parce que notre métier, c'est avant tout une aventure collective. Quand je vois l'énergie qu'on a mise ces derniers mois, je sais qu'on est capable d'aller plus loin. Ce dont on a besoin maintenant, c'est d'un sursaut, d'une exigence partagée. Très bien. Bon, on va essayer que tu te détaches un peu des textes. On s'en fout. Et brode des trucs. Tu as compris l'idée, hein? Okay. Il ne faut pas que tu sois voûté. Tu me regardes dans les yeux. Là, tu te rends compte que là, tu me dis des choses. Là. Ouais. Donc, quitte finalement, si tu veux vraiment dire des choses sensées, tu regardes un peu la phrase, tu mets une pause et tu me regardes. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y. Et moi, je veux qu'on soit fiers de ce qu'on se construit, de ce qu'on fait, de ce qu'on va produire, de ce qu'on va montrer aux gens, de l'image de notre entreprise, de ce que nous transmettons à travers elle. Alors, on relève la tête et surtout, on avance ensemble. Encore? On avance ensemble.
Pas besoin de crier, hein. T'as pas besoin de crier. Mais vas-y, redis-le. On avance ensemble. Tous, les mains dans la main. Nous sommes sur le même bateau. Donnons l'impulsion pour aller plus loin et plus vite. Ok, il faut vraiment régler ces gestes parasites. Il faut vraiment régler ces gestes parasites. Et ça, c'est en plus une notion qui pose beaucoup de soucis à l'oral, où on ne sait jamais quoi faire de notre corps. Il y en a certains qui, tu sais, il y a plusieurs types d'orateurs. Il y a ceux qui font des allers-retours, là, comme ça, en large et en travers. Mais en fait, c'est exactement la même chose que quand tu fais ça. C'est-à-dire que... Ça divise l'attention du coup. Exactement, exactement. Il a tout dit là. Que justement, le fait, et on voit tout, le public, mais il est horrible, le public. Il est horrible parce qu'il voit la moindre des choses. Le moindre truc un peu imperceptible qui prouverait que tu n'es pas à l'aise avec la hiérarchie, mais donc cette hiérarchie implicite, qu'est-ce qu'il fout sur l'estrade? Il balance, il ne me regarde pas dans les yeux. Tu n'es pas un orateur, casse-toi, mec. Donc ça, comment finalement réussir à l'avoir? Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a en claquant des doigts, ce n'est pas une méthode, c'est la conviction, c'est la sincérité, c'est la croyance dans ce que tu veux dire. Alors évidemment que là c'est difficile puisque je t'impose le texte, mais il faut comprendre que cette stabilité, elle doit être obligatoire et que cette stabilité va naître de la confiance que tu as dans ton propos. Ok? On recommence. Très bien, tu as fait quelque chose de très bien. Tu as fait déjà ce qu'on appelle une spatialisation de la parole. C'est-à-dire que tu as adapté ton ton en fonction évidemment de ce que tu disais, mais en fonction de qui tu le disais. À qui tu le disais. Ça, c'est très important de faire ça et que finalement d'utiliser donc la salle comme extension de ta parole. Okay. Ça, c'est une notion que beaucoup de gens négligent, que la parole doit vraiment être une projection de toi-même, une projection d'autre à une salle. Et que tu as mis ce que j'aime bien, c'est-à-dire les petits connecteurs, j'appelle ça les connecteurs sympathiques. Tu sais, quand tu mets des insertions dans ton propre discours, par exemple, et vous vous demandez bien ce que je vais vous dire, et donc là, c'est donc ce que vous avez demandé. Quand et c'est finalement un autre effet de rupture, après le silence, qui permet de lier et de mettre justement un peu plus de dynamisme. Toi, tu as vraiment un point fort sur la voix. Et moi, je me souviens, Alan, quand tu étais rentré au début, où tu avais une voix toute faiblarde, toute faiblotte, où tu parlais pas fort, tu te souviens? Parce que bon, tu es de nature assez timide et plutôt introverti. Mais justement, là, je vois une réelle révolution sur la voix. Une voix qui vient bien d'en bas, qui vient bien du souffle et qui est projetée. Ça, c'est très bien. Maintenant, ce qu'il faut aller chercher, c'est une voix qui, justement, sert ton intention. Qu'en fonction de ce que tu veux dire, la voix doit avoir modulation. Et finalement, on répète un peu tout le temps les mêmes choses. Mais en fonction de l'effet que tu vas devoir faire ressentir, tu ne vas pas parler de la même façon. Ok? Et tu m'as complètement perdu dans ton schéma. Est-ce que tu as le sentiment de te rapprocher de la personnalité d'orateur que tu aimerais incarner? Oui, je me rapproche d'une personne confiante qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. Bon, au final, j'ai jamais eu cette difficulté à dire ce que je pensais, mais j'y mets quand même plus les formes. J'arrive à convaincre que ce que je dis a de l'importance. J'ai vraiment cette impression de me dire, en fait, le Alan d'hier, c'est pas le même. Pas encore à 100%, mais je m'en rapproche à grands pas. Fin de session avec Alan. Rendez-vous compte qu'il a fait Nice, Paris dans la journée juste pour se faire coacher. On a vu la question de la confiance en soi. On a vu la question de l'identité de l'orateur, du discours magnétique. Énormément de valeurs et surtout, justement, des clés concrètes pour progresser dans tout son parcours et justement toutes ses ambitions surtout. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau format et surtout, si vous voulez aussi être comme Alan, se faire coacher par mes soins, je vous mets un petit formulaire dans la description, vous complétez, on se fait un appel et je vois si vous pouvez vous aussi entrer dans le cabinet oratoire. Je vous dis à très bientôt.